Et salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler Google Apps Script, on va parler Stripe, on va parler automatisation d'une Google Sheet. La première vidéo que j'avais publiée justement sur Google Apps Script, où on avait joué avec des API, on avait récupéré des données et on les avait affichées dans une Google Sheet, vous avez beaucoup plu et continue de vous plaire. Et je me suis demandé ce que je pourrais faire comme autre vidéo dans la même thématique. Et en regardant les commentaires de cette précédente vidéo, il y a un internaute qui m'avait suggéré une idée, qui était tout simplement de récupérer des données Stripe pour les mettre dans une Google Sheet. Alors Stripe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de paiement en ligne que vous pouvez par exemple mettre sur votre shop online dans lequel vous vendez des services ou des produits, et qui va tout simplement servir de système de paiement pour vos clients. Alors moi Stripe je connaissais que de nom, j'avais jamais essayé le système, je l'avais jamais implémenté et je me suis dit que ça allait être un bon challenge pour cette vidéo. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. On est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé tout simplement un petit peu à regarder comment fonctionnait Stripe, comment est-ce que je pouvais éventuellement utiliser leur API pour pouvoir récupérer des données. La première chose que j'ai vue, c'est que déjà dans un premier temps, je trouve que la doc est super bien foutue, elle a l'air assez exhaustive et c'est facile de retrouver des informations. Donc, la première chose à faire, bien évidemment, quand vous essayez de connecter des systèmes, c'est d'aller checker la doc pour voir ce qu'il est possible de faire. La première chose, c'est que je vois qu'il y a un mode test et un mode production, et ça c'est parfait parce que pour tout ce qui est système de paiement, vous imaginez bien, si vous en avez jamais fait, que vous ne pouvez pas vous amuser à débiter votre carte de crédit ou de débit pour faire des tests. Donc c'est d'aller dans un mode test. Et dans le fameux mode test de Stripe, je vois qu'il est possible d'effectuer des paiements, donc des paiements de test. Et par exemple ici, donc en admettant que ce soit le compte Stripe de mon shop online, j'ai pu créer un paiement test. Donc là, on voit bien que je suis dans le mode test avec des données test. Donc c'est écrit test en gros, en orange, un peu partout. J'ai pu créer typiquement un premier paiement où j'ai simulé un paiement d'un client qui s'appelle Paul Dujardin et qui m'a acheté une souris sans fil de gamer X234 pour 24,55 €. Donc ce que je vais faire, alors je couperai la vidéo pour vous, mais je vais créer toute une liste de paiements qui va me servir finalement de base. Et c'est ces paiements-là que je vais tenter de récupérer via l'API Stripe dans notre Google Sheet. Ce que j'ai remarqué également, c'est que en browsant un petit peu justement toute la documentation de Stripe concernant leur API, encore une fois, je me suis rendu compte que voilà, la doc était vraiment super bien foutue. Moi, je suis très étranger à tous ces systèmes de paiement. J'avais fait quelque chose il y a des années en arrière sur un PrestaShop. Mais tout était plus ou moins intégré avec un module, donc voilà, j'avais pas vraiment mis les mains dedans. Donc je suis assez étranger à tous ces systèmes de paiement, mais en browsant un petit peu tous les objets qui étaient disponibles dans l'API, la première chose qui m'a semblé la plus évidente, c'était d'aller en fait dans l'objet Balance Transactions, qui permet, comme son nom l'indique, de voir toutes les transactions qui ont une influence sur le solde de votre compte. Et en allant là-dedans, je me suis rendu compte justement que il y avait en tout cas des informations qui m'intéressaient et que je pourrais peut-être utiliser cet objet. Ici, si on regarde un petit peu donc, dans l'objet, dans le tableau data qui fait donc la liste, c'est une liste d'objets qui sont des transactions finalement. Ici, donc, j'ai qu'un paiement pour l'instant, enfin qu'une transaction, et là, je retrouve bien mon information avec la souris sans fil Gamer X234, le montant en centimes, donc tout ça, ça pourrait être pas mal. Mais en fait, ici, je me suis rendu compte que moi, dans ma Google Sheet, j'aimerais bien également avoir le nom de mon client. Donc j'ai regardé un petit peu partout, j'ai browsé tous les objets de l'API, et je me suis rendu compte qu'il y avait un objet qui s'appelait Charges. Et Charges, en fait, d'après la définition, c'est lorsqu'on va charger une carte de crédit ou de débit, ça va créer un objet de type charge. Et là-dedans, je me suis rendu compte que j'avais tout ce dont j'allais avoir besoin. Encore une fois, moi je suis vraiment, je découvre ce système-là et les systèmes de paiement en général, je ne suis pas du tout un expert du e-commerce. Peut-être qu'il y a d'autres objets dans Stripe ou de manière générale qui permettent de récupérer ce que moi je veux récupérer. Si vous les connaissez, vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire en me disant non mais attends là,
tu te prends la tête ou tu as fait une grosse connerie, il faut surtout pas faire ça, tu aurais pu prendre tel ou tel objet. Allez-y, lâchez-vous, tant que les commentaires sont constructifs, ils peuvent m'aider et peuvent aider les autres, il n'y a aucun souci. Donc ici, dans l'objet charges, et plus spécifiquement dans la méthode qui permet de faire la liste de toutes les charges, je me rends compte que j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. On a toujours notre tableau de data qui contient une liste d'objets, et là-dedans, par exemple, je retrouve donc ma souris sans fil qui a été achetée par mon fameux Jean du Jardin. Donc là, je vois qu'il y a bien le montant pour voilà, 24,55 €, mais en centimes. Je vois que j'ai mon descriptif correct, donc il s'agit bien de la souris sans fil, mais surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vois qu'ici j'ai l'identifiant de mon client, de mon customer. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser avec l'objet customer de l'API, où je vais pouvoir justement récupérer le nom et le prénom, enfin les informations de mon client. Donc je me dis que ça peut être une bonne solution d'utiliser cet objet charges, mais surtout, ce que je vois, c'est que j'imagine, encore une fois, dans le système de paiement, je ne suis pas un expert, mais j'imagine qu'au moment où vous essayez de charger une carte de crédit ou de débit, vous voulez charger un certain montant, et après, voilà, soit la transaction passe, soit elle passe pas. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quelque chose dans notre JSON ici, donc c'est un indicatif qui permet de voir si ça a été payé effectivement ou pas. Donc là, on voit que c'est passé à true, et j'imagine que dans le cas où on essaie de charger une carte mais que c'est refusé, j'imagine que ça deviendrait false. Ce qui fait que ça va nous permettre aussi de filtrer là-dessus pour pouvoir uniquement lister les charges, donc les paiements. Enfin, c'est pas vraiment un paiement, j'imagine, c'est pas la bonne nomenclature, mais tous les paiements, si on veut bien, qui ont quand même été effectués et surtout qui sont passés. Donc je pense que là, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer, si ce n'est qu'il y a également l'aspect au niveau des clés API. Donc ici, par défaut, Stripe, c'est vraiment très très bien foutu. Ils mettent à disposition deux paires de clés. Alors là, on n'en voit qu'une, mais ils mettent une clé publique et une clé privée pour le compte test, qui sont les clés qu'on voit ici. Et normalement, il y a également une autre paire de clés publiques et privées quand on n'est pas en mode test, quand on est en mode production. Nous, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est toujours une bonne façon de faire, c'est que, comme vous l'avez vu, dans la documentation ici, on a plein d'objets différents. On a un objet balance transactions, charges, customers, blablabla. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est que une bonne pratique, c'est de créer ce qu'on appelle des clés limitées. Une clé limitée, typiquement, on va essayer d'en créer une juste pour l'exemple. Quand vous allez créer une clé limitée, vous allez lui dire « Ok, je crée cette clé, mais elle ne va avoir accès qu'à un certain type d'objet de l'API. » Nous, typiquement, ici, a priori, ce qui va nous aider, c'est charges. Donc, plutôt que d'utiliser une clé globale qui a accès à tout à 100% pour éviter qu'il y ait des problèmes si jamais on devait se faire hacker, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer uniquement une clé qui aura un accès à l'objet charges. Et nous, en plus, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut juste récupérer des données pour les afficher dans notre Google Spreadsheet. Donc, le mieux à faire, c'est non seulement de créer donc une clé charges, mais de créer une clé qui va être en lecture seule. Comme ça, si jamais on devait se faire hacker, alors là on est sur un compte test, enfin tout est fake, mais si on devait se faire hacker, ben, la personne qui éventuellement récupérerait cette clé ne pourrait pas aller écrire des âneries, ne pourrait pas simuler des transactions ou des choses comme ça. Donc c'est toujours bien vraiment de limiter au scope qu'on veut pouvoir exploiter. Donc bah écoutez, je découvre vraiment en même temps que vous, hein, véridique, je ne l'ai pas fait avant, donc voilà. Comment est-ce qu'on va appeler cette clé? On va l'appeler shop BDC pour shop bande de codeurs. Donc moi ce que je veux c'est uniquement uniquement les charges en lecture, tous les autres sont spécifiés à aucune. Ah, un truc qui va nous être utile pour après, c'est que si on va récupérer quand même les customers aussi en lecture. Donc voilà, tac tac tac, tout le reste on va dire que pour l'instant j'en ai pas besoin. Peut-être que je vais en avoir besoin plus tard, on va voir. Et je vais faire créer une clé. Et voilà, et ici, on voit que j'ai ma clé limitée qui vient d'être créée, et on va voir comment on va continuer pour le code. Une des premières choses que je vais faire, c'est qu'à l'aide de Postman, je vais vérifier que la connexion à l'API se passe bien et que j'arrive à récupérer ce que je veux. Donc là, si je retourne dans ma documentation, ici concernant les charges, moi je vais pouvoir lister absolument tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer cette API endpoint
et je vais tester ça dans Postman. Donc je le mets là, c'est bien en get, et normalement, il faut que je passe ma clé API. Donc là, je vous la révèle, de toute façon, tout est un compte test, que ce soit même le mail que j'ai utilisé, le truc ici, enfin le compte Stripe. Et de toute façon, à la fin, je crois que je vais, je supprimerai ou je recréerai la clé, mais il n'y a rien de sensible. Mais si jamais vous devez faire des tutos, ou même si vous développez, faites super gaffe quand vous utilisez des choses comme ça, des clés API, à ne pas les montrer, à ne pas les stocker dans des endroits non protégés, donc faites vraiment gaffe. Donc, ok, elle est copiée. Tac, 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 normalement ça doit être ça, bearer token. Je l'avais déjà mise. Et si je fais send, ok, cool. Donc là, on voit que je récupère bien ma liste de charges et on voit bien qu'il y a souris sans fil gamer X234. Ok, ça c'est toujours le truc que j'aime bien faire avant de commencer à coder, c'est m'assurer que tous mes identifiants, mes clés API et tout fonctionnent bien avant de coder pour être sûr que si j'ai un souci dans mon code, ce soit vraiment de ma faute et ce soit pas lié à un problème de configuration d'API. Donc maintenant, on va pouvoir passer à Google Apps Script. Ok, donc on est dans notre environnement Google, dans notre dossier Google Apps Script, où on retrouve d'ailleurs le fameux bot anniversaire qu'on avait créé dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien qui apparaît en haut à droite si vous êtes intéressé. Et là, on va créer donc une nouvelle Google Sheet qu'on va appeler paiement Stripe. Et dans ce premier onglet, cet onglet, on va l'appeler Data, et comme vous l'aurez imaginé, c'est là qu'on va récupérer nos data. Maintenant, on va dans Extension, et on crée notre fameux fichier AppScript qui va être lié à notre Google Sheet. Alors là, moi, j'avais préparé un petit peu le code, donc j'avais récupéré déjà en amont un bout de code que je vais copier-coller, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, déjà, on va renommer ça. Non, déjà, je vais vous montrer ce qu'il fait, puis après, on va voir comment on pourra refactoriser le code. Donc, ici, tout simplement, c'est une fonction qui nous permet de récupérer les informations grâce à notre API. Ici, on définit notre endpoint, l'API endpoint, donc charges. Ici, on passe en paramètre, on initialise le token, donc c'est notre clé API qu'on a vu juste avant. Et ce qu'on fait ici à la fin, c'est qu'on fait appel à l'objet URL fetch app donc, de Google en lui passant en paramètre l'URL, donc l'API endpoint, mais on va lui passer en paramètre très important un objet qu'on définit juste plus haut, option, qui définit avec quelle méthode on doit requêter l'API. Donc nous, on a vu que c'était du get dans la documentation. Et on lui passe également, très important, des valeurs dans le header, et dans les headers, on lui passe justement l'autorisation de bearer, le token qu'on a défini juste ici. Si on ne fait pas ça, eh bien évidemment, on va se taper une erreur, l'API va nous dire non, je ne vous identifie pas, je ne sais pas qui vous êtes, c'est hors de question que je vous renvoie quoi que ce soit. Donc déjà, on va juste tester si ça fonctionne, et ici en fait on log la réponse directement dans la console. Donc je sauvegarde. Voilà, je crois que la première fois ça prend toujours un petit peu de temps, et en plus avec ma connexion en carton, ça n'arrange rien. Donc il enregistre le projet, voilà qui est fait, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter cette méthode, cette fonction qu'on a définie juste ici. Donc là, voilà, il va nous demander comme d'habitude des autorisations, comme c'est la première fois qu'on fait ça, donc on examine, on sait que c'est nous qui le faisons, donc il n'y a pas de problème, donc c'est bien bande de codeurs qui faisons ça, on va dans les paramètres avancés, on fait accéder au projet, et là il nous dit... Voilà, les permissions, c'est de vous connecter à un service externe, ce qui est le cas puisqu'on va taper dans une API externe. On dit autoriser, et voilà, il exécute le code, waouh, et là ça a été relativement rapide, et on voit effectivement qu'on obtient bien, finalement, c'est pas vraiment un JSON pour l'instant, c'est du texte, mais on récupère bien la réponse qu'on avait dans notre Postman. Et si on check un petit peu, voilà, on voit bien bande de codeurs, et on voit bien souris sans fil gamer X234. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être juste un tout petit peu refactoriser ça pour que ça soit un petit peu moins dégueulasse. La première chose qu'on peut peut-être faire, c'est créer ici un petit fichier qu'on va appeler constante, dans laquelle, vous l'aurez deviné, on va définir nos constantes. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va pouvoir faire
On va pouvoir définir déjà deux constantes. On va définir l'API endpoint pour les charges. On va pouvoir définir le token, enfin l'API key, et on verra si on en a d'autres par la suite. Donc les constantes, on va les mettre en majuscules. API endpoint. Alors j'ai toujours autant de mal à taper au clavier parce qu'en fait j'ai mon micro qui est pile dans l'axe entre mes yeux et mon clavier, donc c'est pas évident. J'ai l'impression de taper n'importe comment. Donc API endpoint charges. Et ici on va mettre API key. Voilà, donc on va les récupérer là. Hop, on le met là, et l'API key, donc qui est ça, voilà, on le récupère là, juste histoire que ce soit un tout petit peu plus propre. Alors moi ça fait un retour à la ligne un peu cracra parce que j'ai fait exprès d'afficher assez gros pour que vous puissiez bien voir, mais c'est pas gênant. Donc je sauvegarde ça et normalement ça c'est disponible dans les autres fichiers. Donc normalement ça j'en ai plus besoin. Tac. Donc ici je devrais pouvoir mettre API. Est-ce que j'ai mis API endpoint? Comment je l'ai mis? Oui. Alors on va voir si ça marche. Normalement c'est censé marcher. Ici je devrais pouvoir mettre API endpoint charges. Et là en fait je n'ai plus besoin de ça ni de ça. Et là je dois pouvoir mettre justement mon API key à ce niveau. Alors je sauvegarde, je vais réexécuter, on va voir si ça marche. Et ça marche toujours bien, donc voilà, c'est un tout petit peu plus clean, disons qu'on a les choses qui sont à leur place. Enfin, on a essayé de mieux agencer, mieux réagencer les choses, on va dire. Ok, peut-être la chose qui manque aussi, enfin qui manque, c'est ça signifie rien du tout. Donc là, on va dire, on va l'appeler getCharges, cette méthode, enfin cette fonction, pardon, j'ai toujours du mal. On va appeler cette fonction getCharges, et on est pas mal, si ce n'est que maintenant, ici, on voit qu'on récupère du texte, et nous, ce qu'on va vouloir, c'est transformer ça en objet en JSON pour pouvoir justement le parser plus facilement. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un JSON parse de ça. Donc je mets ça de côté. JSON.parse de réponse, tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est que, juste pour être certain que ça marche, on va refaire un logger log. Donc on va stocker ça dans un objet qu'on va appeler data. Est-ce qu'on l'appelle data? On va l'appeler data pour l'instant, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Et on va faire un logger log de data dans un premier temps. On va exécuter pour récupérer getCharges. Donc là, ok, c'est cool. On voit que ça fonctionne toujours. On a ce qu'il nous faut. Maintenant, nous, ce qu'on avait vu, si on récupère si on recheck notre documentation ici, on voit, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment tous les objets qui sont à l'intérieur de data. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser une variable qui va s'appeler charges, et on va lui passer en paramètre, on va lui passer le tableau data qui est ici de notre JSON. Donc lui, il se trouve à la racine, entre guillemets, de l'objet. Donc normalement, si on fait var charges est égal à data, pardon, je me suis trompé. Si on fait ça comme ça, oula, voilà, j'y arrive enfin. Si on fait ça comme ça et qu'on log charges, est-ce que là, ça va marcher normalement? Oui, on va vérifier. Ah non, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Alors, attendez, j'ai dû faire une ânerie. Ah oui, non, mais c'est oui, bien sûr. C'est pas charges, je suis bête. C'est data. Puisque la clé s'appelle data dans le JSON. Voilà. Donc là, ici, on a un autre tableau qui se trouve maintenant dans
dans notre variable charges. Ce qui fait qu'on va pouvoir boucler dessus. Alors là, pour l'instant, on n'a qu'un seul paiement, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est justement de voir si on arrive à récupérer les informations qu'on juge utiles. Donc, on va faire ça dans un premier temps en mettant... On refactorisera notre code au bout d'un moment. Alors, on va essayer de faire les choses correctement. Ici, notre fonction, on a dit que c'était getCharges. Donc, ce qu'il faudrait faire, logiquement, c'est ici faire un return de notre variable, de notre tableau de charges. Voilà. Comme ça, on va dire que c'est bon. On va définir une fonction qu'on va appeler main. Pour l'instant, on va la définir comme ça. Et ici, on va faire par exemple un var charges est égal à getCharges. Donc là, comme ça, c'est un peu plus clean, c'est un peu plus découpé. Donc là, ici, on obtient toutes nos charges, ça ne change rien par rapport à ici, si ce n'est qu'on a un peu mieux agencé notre contenu. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir juste vérifier qu'on arrive à récupérer correctement les données. Là, ici, charges, pardon, on sait que c'est un tableau. Donc, ce qu'on va faire, et là, on le sait, nous, puisqu'on a effectué juste un seul paiement pour l'instant de test, on sait qu'il y a un seul élément dans ce tableau. Et on va essayer déjà de faire afficher, par exemple, le montant de ce paiement. Donc, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, juste pour vérifier que ça marche bien, on va pouvoir faire un logger log de charges. Donc là, on est dans notre tableau. On va taper sur le premier élément qui est l'élément unique. Donc là, en fait, en gros, ça veut dire qu'on va être dans le premier objet charges. D'ailleurs, ça, je vais le mettre juste à côté pour pas que j'ai besoin de faire 40 000 allers-retours. Donc là, ça veut dire qu'on est à ce niveau-là, donc au niveau du premier objet. Et on va essayer de faire afficher le amount. Et ici, voilà. Là, ici, on va faire normalement un point amount. Logiquement, ça devrait jouer. Ça devrait marcher. Et si je fais cette fois un main, je vais exécuter ma fonction main, je fais ça, voilà. Et là, on voit que j'ai bien mon amount. Donc, on voit que déjà ça marche, j'arrive à récupérer au moins cette information-là, et on va continuer juste pour récupérer les deux autres informations qui sont importantes pour nous, à savoir l'identifiant du client et le descriptif de l'objet ou du service qu'on aura vendu. Donc ça, on va les stocker dans une variable. On verra après comment on va refactoriser. Ça, c'est toujours bien des fois d'aller petit à petit, et puis après de refactoriser son code. Si vous savez le faire dès le début, que vous avez l'esprit très clair, c'est super bien, tant mieux pour vous, et c'est super chouette de le faire correctement dès le départ si vous pouvez. Alors, ici, on va appeler ça amount. Est-ce que je peux faire des duplications de lignes? Oula, non, pas du tout. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire tout simplement des copier-coller de ça pour l'instant. Hop, alors une fois, deux fois, voilà. Donc ici, ça va être desk pour la description de l'objet. Et ici, ça va être, on va appeler ça cust ID pour customer ID. On va essayer d'indenter le plus possible, mais je crois qu'ici dans Google Apps Script c'est pas toujours facile. Ah si, j'ai réussi. Donc amount, alors ça s'appelle comment? Le descriptif, on voit qu'il est là, et ben, ça s'appelle description, et pour le customer c'est customer. Donc ça c'est parfaitement nommé, ça c'est trop bien. Donc description et customer. Ok. On check juste, normalement il n'y a pas de surprise, mais c'est juste, voilà, moi j'aime bien toujours vérifier petit à petit, comme ça je suis absolument certain que j'ai pas de mauvaise surprise. Et cust ID, et ici c'est desk. Hop, voilà, je sauvegarde, je réexécute le main. Et là, on voit que j'ai bien ma description, souris sans fil GamerX 234, et j'ai bien l'identifiant Stripe de mon customer qui a passé le paiement. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer d'autres paiements. Et après, on va essayer justement de boucler là-dessus et de les écrire dans notre feuille. Alors, je vais juste vous montrer, parce que je me suis rendu compte tout à l'heure que je ne vous ai pas montré comment créer des paiements fake. Je vais vous montrer comment créer un paiement fake, et après je vais en créer plein, mais je vais couper la vidéo pour que ça aille plus vite pour vous. Donc là, en fait, dans votre compte Stripe, donc vérifiez toujours bien, mais de toute façon, vous ne pourrez pas le faire autrement, que vous soyez en mode test, avec les données test. Vous allez dans l'onglet paiement, et ici, on va tout simplement faire créer un nouveau paiement, un paiement manuel. Et ici, voilà, on va écrire ce qu'on va acheter en tant que
que client fake. Alors pour que ça aille plus vite, moi, on va partir du principe que c'est toujours Jean Dujardin qui va effectuer un paiement. Donc là, cette fois, il va acheter pour 74,89 € et 99, ça fait plus... ça fait plus vraiment store sur lequel vous achetez, enfin ça fait plus prix sur des shops. Client facultatif. Alors non, alors est-ce que j'ai toujours... Alors ça, c'est des trucs que je masquerais. Mais, ah voilà, ici, j'ai mon Paul Dujardin. Alors désolé, hein, ça sera flouté pour vous, parce que ça, c'est mes identifiants à moi. Mais voilà, Paul Dujardin, que je peux rentrer, pour lequel j'avais déjà saisi une carte de crédit. Alors vous allez peut-être vous dire, mais attends, mais où est-ce que tu trouves des cartes de crédit? Eh bien, dans la documentation de Stripe, ici, vous pouvez aller... Voilà, comment utiliser des cartes bancaires de test. Et ici, vous avez tout simplement des numéros de cartes que vous pouvez vraiment mettre et qui simulent des marques ou qui simulent des cartes selon des pays ou des continents. Et moi, j'ai tout simplement utilisé une carte de crédit française, donc ça sera toujours la même pour moi, ça sera celle-là, quels que soient mes clients. Donc voilà, Paul Dujardin. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté, Paul Dujardin? Eh bien, Paul Dujardin, il va acheter, on va dire qu'il va acheter il a acheté une souris, on va lui faire acheter un clavier. Un clavier sans fil, Bluetooth, Gamer Pro. Voilà, on va dire qu'il a acheté ça. Et je fais tout simplement créer un paiement. Ah oui, spécifier. Ah oui. Alors là, c'est juste ce qui est censé apparaître sur le compte bancaire du client quand il va regarder ses relevés. Il va voir qu'il a été prélevé de 74,99 € et ça va être intitulé bande de codeurs. Donc voilà, on crée le paiement. Voilà, le paiement est réussi. Comment... Tac, tac, tac. Alors, je reviens ici. Voilà, donc là, je peux voir tous les paiements. On voit bien que ça l'a rajouté. Et d'ailleurs, on va faire un petit test. Si maintenant... Alors, on va faire ça comment? On va faire ça avec Postman. Si jamais je réexécute ma requête. Donc là, vous voyez qu'on a juste... dans Data, on a juste un objet. Un objet donc, qui est celui à 24,55 €. On voit, hein, si je descends, il n'y a rien d'autre. Si je réexécute, normalement, j'imagine, voilà, on voit en plus que c'est décroissant. On voit que j'ai un nouvel objet à 74,99 €, donc c'est le clavier qu'on vient de rentrer. Et si je descends, logiquement, ah ouais, dis donc, c'est super long toutes les informations qu'il y a. Voilà, là on a notre deuxième objet qui était le premier paiement à 24,55 €. Donc moi je vais couper la vidéo, je vais essayer de créer plein de paiements et après on va essayer justement de les récupérer dans Google Apps Script. A tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai créé 15 paiements pour 3 clients. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais oublié 2 informations qui sont quand même pas mal importantes, enfin surtout une. C'était le fameux paid pour voir si c'était passé. Alors, est-ce que ça s'appelle paid? Est-ce qu'on est au bon endroit? Voilà, c'est ça. Donc voilà, vérifier juste récupérer paid. Et surtout, la donnée qui est aussi vachement importante, c'est la date. La date created qui est sous forme de timestamp. Alors comme c'est sous forme de timestamp, on va déjà se prendre une petite fonction qui va permettre de convertir ça en date et en heure. Et ici, comme vous l'aurez remarqué, j'ai effectué tous les paiements le jour où je tourne cette vidéo. Donc ils sont tous à la même date, mais voilà, il y aura juste l'heure qui va différer. Bon, c'est pas trop grave, on peut pas modifier ça directement. Je trouve ça un petit peu dommage dans les données de test qu'on puisse pas, mais c'est comme ça, c'est pas dramatique. Donc maintenant, si je retourne dans mon projet, on va juste rajouter rapidement ces 2 informations. Donc la première étant paid, qui permet de savoir si ça a été payé ou pas. Hop, on la rajoute là rapidement. Donc c'est paid, qui va nous retourner un booléen. Et enfin, on va avoir surtout la date. Et la date, c'est ça.creation. Alors, je vérifie juste avec ma mémoire de poisson rouge. Non, c'est pas creation, c'est created. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se faire une autre petite fonction outil. Alors, les fonctions outils, en général, j'ai tendance à les mettre dans un autre fichier. Bon, tiens, d'ailleurs, on va le faire. Allez, on va faire un autre fichier qu'on va appeler outils.
Et là-dedans, justement, on va avoir timestamp to date. Voilà, ça sera notre fonction timestamp to date qui prendra en paramètre, bien sûr, un timestamp et qui renverra une date au format jour, barre oblique, mois, barre oblique, année, espace, heure, 2 points, minute, pour être tout à fait précis. Alors j'invente rien, je vais récupérer un petit bout de code que j'ai trouvé sur le net, parce que voilà, on se rappelle jamais par cœur de comment on fait les choses. Donc voilà, moi je vais prendre ça et on va l'adapter. Donc ça, on n'a pas besoin. Ok, et donc ici, en fait, nous, ce qu'on va retourner, c'est ça. On va retourner date plus getDate, donc ça donne le jour. On va les laisser comme c'était indenté, c'était pas mal. On va juste les remettre un petit peu alignés. Donc on va récupérer le jour, barre oblique, le mois, auquel on rajoute 1, parce qu'en JS, il renvoie... Enfin, ça commence à 0. Ensuite, l'année... Comme ça, les heures, donc un espace, les heures, 2 points, les minutes, les secondes, je sais pas si c'est peut-être un petit peu too much. Ah, allez, si, on va mettre les secondes, allez, c'est pas grave. Hop. Et normalement, voilà, on a ça, et ça, en fait, on va faire un return de ça. On va faire un return, voilà, on sauvegarde. Et normalement, si je retourne dans mon code principal et qu'ici, j'appelle la fonction à ce niveau-là, en lui passant donc le timestamp qui est created, et on va juste afficher rapidement paid et date. Et normalement, si on exécute, voilà, ok. Donc, on a bien true et on a, oui, alors non, la date, c'est pas bon. Il faut que je regarde ce qui marche pas. J'ai dû faire une erreur, forcément. Tac, tac, tac. Ok, alors j'ai trouvé, en fait, c'était tout bête. C'est juste que le format timestamp ici attendu par la fonction est un format à 13 chiffres et que l'API nous renvoie un format à 10 chiffres, donc il en manque 3, donc on multiplie tout simplement par 1000 pour qu'il rajoute 3 zéros derrière, on sauvegarde et normalement, quand on exécute, voilà, on voit que le premier élément, le premier paiement a été effectué le 21 octobre, ce qui est bien la date du jour où je fais la vidéo, à 17h17, et c'est effectivement à 17h17 que j'ai enregistré mon dernier paiement. D'ailleurs, je me dis que les secondes, c'est peut-être un peu too much, mais bon, allez, on va les laisser comme ça, et on verra bien ce qu'on mettra. Et on a pu également constater que ça renvoyait bien true, donc tout ça c'est bon. Donc là ça veut dire qu'on a absolument toutes les données. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire une boucle pour pouvoir parser tous les éléments de notre tableau de charges et que pour chacun d'eux on va tout simplement les insérer dans notre Google Spreadsheet. Donc pour faire ça on va le faire en plusieurs étapes. La première étape ça va être de parcourir notre tableau charges. Donc on va utiliser bien sûr une boucle pour. Donc for var i égale 0, i inférieur à charges.length, i++, et donc ici, voilà, on parcourt notre tableau de charges, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va tout simplement utiliser une fonctionnalité de Google Spreadsheet. On va utiliser différentes méthodes. On va utiliser la méthode setValues, je vais y arriver, pardon, et également la méthode getRange. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que en amont, on va définir quelques petites choses. La première chose, c'est qu'on va définir la spreadsheet dans laquelle on se trouve. Donc, on va utiliser spreadsheet app.getActive spreadsheet. Voilà, on va le faire en plusieurs étapes pour que ce soit un peu plus clair. Et ensuite, on va définir vraiment notre feuille dans laquelle on va travailler. Nous, donc on va utiliser ça et on va préciser justement de quelle feuille il s'agit. Alors, je crois qu'on a la possibilité, si je fais get sheets comme ça, alors je peux lui passer
je crois, un paramètre qui est... Alors non, c'est pas comme ça. Voilà, je crois que c'est de mémoire, je crois que c'est comme ça. Donc en fait, là, en gros, ça veut dire la feuille de travail, c'est la première feuille du classeur. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est celle qu'on a appelée data. Ce qu'on va définir ensuite, c'est un tableau qui finalement, on va le définir juste ici en amont. C'est un tableau qui va être à 2 dimensions. C'est un tableau qui va inclure à chaque fois un tableau contenant toutes les données dont on a besoin pour un enregistrement. Et après, c'est ça qu'on va passer à notre méthode setValues qui va permettre d'écrire directement dans la feuille. Vous allez voir. Donc là, en fait, on va définir, comme je disais, un tableau qui est vide, qui s'appelle values. Et ici, ce qu'on va faire dans notre boucle, justement, on va mettre tout ce dont on a besoin. Donc là, on lui dit, moi j'ai besoin de récupérer tout ça. Ah, évidemment, il ne m'indente pas correctement. Voilà, j'ai besoin de récupérer tout ça. Donc ça, on l'a vu juste avant. Et maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable value, donc qui va à chaque fois être écrasée, enfin renouvelée, à l'intérieur de laquelle, justement, on va passer toutes les valeurs dont on a besoin. En premier, nous, ce qu'on va mettre, c'est la date. Alors après, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, mais on va dire, pour moi, j'estime que la donnée principale que j'aimerais voir en premier, c'est la date. Ensuite, j'aimerais voir effectivement si le paiement a bien été effectué, s'il est bien passé. Ensuite, j'aimerais savoir de quoi il s'agit, donc je passe la description. Ensuite, je passe le Customer ID. Alors, on verra peut-être pas dans cette vidéo comment récupérer le Customer ID, mais il s'agit simplement d'utiliser l'API. Je voudrais juste que la vidéo soit pas trop longue. Et puis, ça peut être un bon exercice pour vous aussi, justement, pour chaque Customer ID, d'aller récupérer via l'API le nom et le prénom du client. Bah tiens, d'ailleurs, essayez de le faire de votre côté si ça vous intéresse et vous me direz en commentaire si vous avez réussi à le faire. Donc le Customer ID est bien évidemment la donnée la plus importante, à savoir le montant qui a été dépensé par le client. Une fois qu'on a ça, il faut ajouter justement il faut ajouter ce tableau à notre tableau principal values. Donc ici on fait un values.push de value. Et normalement, à la fin, une fois qu'on aura tout bouclé, on aura notre tableau values qui contiendra plein de sous-tableaux avec tous les enregistrements. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer justement un range de données. Donc en fait, on va dire à partir de quel range dans la spreadsheet on va vouloir faire apparaître les datas. Nous, on va dire, moi j'aime bien commencer pas pile en haut à gauche, je sais pas pourquoi ça me stresse quand c'est tout collé sur les bords, j'arrive pas bien à voir. Donc on va dire qu'on va commencer à faire afficher notre donnée ici, donc en 2.2, en fait en B2. Et après, il faut pouvoir calculer justement jusqu'à où ça va aller. Donc nous, on sait que là, on a, si on reprend notre code, on sait qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et ensuite, on sait qu'on va avoir charges.length ligne. Ça va être les rows. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir une variable qui s'appelle range, où on va lui dire le range en question dans ma sheet, donc dans ma feuille, get range, ça commence à 2.2. Donc en fait, vous pouvez mettre ça comme ça. Soit vous pouvez mettre en lettres et en chiffres, mais en disant 2.2 comme ça indique le range, la colonne de début en haut à gauche, donc celle-ci. Nous, on veut que ce soit à la deuxième colonne, à la deuxième ligne. Et après, il va falloir donner le nombre de lignes et de colonnes, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais regarder ma documentation. Ouais, c'est ça. C'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, si on revient là, on sait que le nombre de lignes, ça va être égal à charges.length. Et le nombre de colonnes, bah, nous on le sait déjà, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, avec ça, on a le range. Et la dernière chose qu'il faut faire, justement, c'est aller écrire dans ce range. Donc, on fait range. Et là, on a une méthode qui s'appelle setValues, puisqu'on en a plusieurs. Et ce qu'on va lui passer en paramètre, ça va justement être
notre tableau values qui se trouve ici. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, j'espère, alors on va commenter ça parce qu'on n'en a plus besoin. Ça devrait fonctionner, il va peut-être nous demander une autorisation supplémentaire, on va voir. Alors attendez, hop, donc là on voit qu'il n'y a rien. Et si j'exécute le main, voilà, il nous demande des autorisations puisque pour la première fois qu'on exécute ça, on lui dit qu'on va aller écrire dans une spreadsheet, donc comme d'habitude. On valide ça, voilà, consulter, modifier et supprimer toutes vos feuilles de calcul Google Sheets, effectivement, puisqu'on écrit dedans. On fait autoriser. Alors, il est en train d'écrire, exécution terminée, et voilà, si on se met là, on voit qu'effectivement des données ont été saisies. Par contre, on constate qu'il y a un problème. Le problème, alors j'ai fait exprès de le laisser pour voir si vous l'aviez remarqué, peut-être que vous avez hurlé derrière votre écran. Le problème, c'est qu'on a toujours la même information qui est saisie. Est-ce que vous savez pourquoi? Si je remets ça ici, j'efface le logger. Eh bien, tout simplement parce qu'on boucle sur tous les éléments de notre tableau, sauf que on écrit toujours, enfin, on charge toujours le premier élément de notre tableau. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc ici, il faut tout simplement remplacer 0 par i. J'ai volontairement laissé ça parce qu'en fait, ça c'est un truc qui arrive souvent quand on fait des tests au début, et qu'on écrit ce petit bout de code, qu'on met dans des boucles, parfois on se rend compte que ça marche pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi alors que c'est tout con, c'est juste qu'on était dans un contexte qui était différent de ce qu'on essaie de faire maintenant. Donc là, si on fait ça comme ça, alors on va voir si ça marche, s'il arrive à surcharger, enfin à écrire par-dessus, normalement oui, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas. Et là, voilà, effectivement, on voit que ça fonctionne bien. Alors je vais mettre ça comme ça, je vais essayer de l'afficher plus gros. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Et donc là, maintenant, on a effectivement toutes nos données, comme on les a écrits. Donc on a la date à laquelle l'achat est effectué, on voit que tous les paiements sont passés, on voit le descriptif, on voit l'identifiant du client, et surtout le plus important, c'est qu'on arrive à voir le prix. Donc après, vous pouvez tout à fait, bien évidemment, customiser vos colonnes pour que ça s'affiche correctement. D'ailleurs, si... C'est un bon exemple ça. Voilà, là j'ai mis cette colonne en euros puisque c'est la monnaie qui nous intéresse. Ah oui, il y a un truc qu'on a oublié de faire. Là c'est évidemment là c'est faux. On voit que les sommes elles sont complètement explosées. C'est tout simplement parce que l'API nous renvoie des centimes. Donc en fait il faut qu'on puisse diviser par 100 pour avoir la véritable somme. D'ailleurs on va le faire tout de suite parce que sans ça en fait c'est complètement faux. Donc ici, le amount, on va le diviser par 100. On va réexécuter le code et normalement, voilà. Là, on arrive à des montants qui sont justes. Et vous voyez que ça a gardé le format de la colonne qu'on avait saisi ici. Alors, je vais volontairement pas aller plus loin. Là, finalement, notre but, c'était ça, c'était de pouvoir récupérer facilement des données de paiement depuis Stripe vers Google Spreadsheet. Mais après, bien évidemment... vous pouvez tout à fait faire des trucs un peu plus custom. Donc là, on a fait vraiment le, entre guillemets, le plus compliqué, c'était récupérer les données, et d'ailleurs, il y a peut-être un truc qui vous choque, je viens juste de m'en rendre compte, c'est que là, on n'a que 10 lignes. Or, si on regarde ici dans nos paiements, on en a 15. Alors, je pense que ça doit être peut-être une restriction de l'API. Si on regarde, justement... Alors, si on revient ici, on voit que... Alors, je ne sais pas si c'est un défaut. Peut-être que par défaut, il met une limite à 10. Alors, limit optionals, voilà. A limit of the number of objects, limit can range between 1 to 100. Donc ça, c'est intéressant quand même à savoir. Ça, c'est un truc que je n'avais même pas vu au début. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui passer en paramètre pour lui mettre 100, une limite de 100. Bon alors pour faire ça, je pense que c'est pas trop compliqué. On va simplement dans notre endpoint quand on l'appelle, on va lui passer le paramètre directement dans l'URL. Alors on va pouvoir justement faire ça autrement. Donc ici par exemple, on va pouvoir ajouter une nouvelle constante qu'on va appeler limit charges par exemple. Nous on va la définir à 100. Et ici notre API endpoint charges, donc ça sera ça, auquel on va lui passer donc le paramètre limite égale, et ici on va lui rajouter, c'est marrant il n'arrive pas à me les retrouver, on va lui passer limit charges.
Et tac tac, normalement je pense que ça devrait marcher. Si on retourne dans notre code, qu'on fait exécuter et qu'on revient ici, bim, effectivement ça a bien marché, il m'a bien rajouté mes dernières lignes. Donc voilà, en fait ici vous avez la feuille des données tout simplement, donc après ça reste une Google Spreadsheet, à vous de laisser parler votre imagination. Vous pouvez faire par exemple un top de vos clients qui ont le plus dépensé chez vous pour pouvoir leur donner des bons de réduction. Vous pouvez par exemple faire un graphique, alors mois par mois, bon là c'est pas le cas vu que tout a été payé le même jour, mais un graphique mois par mois qui montre l'évolution de votre chiffre d'affaires. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Bande de codeurs, j'espère que cette vidéo Google Apps Script avec Stripe vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, s'il vous plaît, ça m'aide énormément pour moi et pour l'algorithme. Si vous la likez cette vidéo, si vous mettez des commentaires, et également, si ce n'est pas encore le cas, que vous vous abonniez à la chaîne. Je vois qu'il y a une majorité de gens qui regardent mon contenu mais qui ne sont pas encore abonnés, donc s'il vous plaît, pensez à vous abonner. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs. Ciao, ciao!